Yo la team, voici la FAQ, donc la foire aux questions. Tant attendu, attention, bouh. Non, enfin en gros, en vrai, tout le monde s'en bat les couilles, mais bon, c'était histoire de me présenter un petit peu plus auprès de vous, auprès de ceux qui se posent quelques questions, et de répondre effectivement à des questions qui sont au demeurant pas mal pour certaines. C'est assez intéressant. Je vais commencer assez rapidement. C'est Sharky, mon kiki. Alors j'ai réorganisé un petit peu par contre les questions, j'ai pas fait un tel m'a posé telle question et puis dans l'ordre des questions qui m'ont été posées, j'ai essayé de structurer un minimum histoire que ce soit un peu clair et que ce soit qu'il y ait une suite un petit peu logique. Donc en gros, une question qui m'est revenue plusieurs fois, aussi bien sur YouTube qu'ailleurs, c'est pourquoi Sharky? Bah, tout simplement parce que j'avais un pseudo, vous savez quand on est au lycée on a tous des pseudos à la con et qui nous suivent un petit peu toute notre vie, bah, là c'était The Shark 56 et à l'époque, pourquoi 56? Parce qu'il y avait que ça et que voilà, et c'était sur Caramel à l'époque pour ceux qui ont connu, vous savez les ancêtres en fait, pas les petits jeunes là qui connaissent que Hotmail et Tinder. Et enfin voilà, et au final donc c'est resté, donc The Shark, Sharky, machin truc, c'est resté toute la, voilà, que c'est à l'époque avec les voitures, maintenant effectivement avec la moto, enfin bon bref voilà, donc c'est resté, donc Sharky. Et accessoirement c'est mon animal fétiche, je kiffe les requins accessoirement, et pour avoir eu la chance de nager avec eux aussi à Tahiti, donc voilà, ça remonte, bon bref ça c'est ma vie privée, mais voilà. Donc voici pourquoi Sharky. Est-ce que j'avais un 50 cm3 quand j'étais plus jeune? Oui, je suis passé par un fameux 103 SP, un jeune 103 SP comme dirait GMK. Il était vert, enfin je l'avais repéré en vert bouteille un peu à l'anglaise, un peu à la Jaguar avec les jantes à bâton blanche, là, le 5 bâtons que tout le monde connaît sur la 103 SP. Elle était pas quittée mais elle était bien préparée, je vais pas la refaire à l'époque mais kit galet allégé, machin truc, vario, machin truc, et ninja carte noire, enfin ouais, franchement c'était pas mal, ça freinait pas un cachou mais c'était pas mal. Mon parcours moto. Alors, bah, premièrement, j'ai eu un FZ6 78 chevaux. Déjà, j'ai passé le permis moto à 28 ans, donc je l'ai passé tard finalement. Entre le moment où j'avais effectivement l'âge de passer le permis et où j'ai passé le permis moto, j'ai attendu longtemps pour être un peu moins con en deux roues. Et heureusement, parce que sinon, je pense qu'aujourd'hui, je serais pas en train de vous faire une FAQ, soit dit en passant. Et donc voilà, j'ai attendu, j'ai eu donc un FZ6 78 chevaux que je suis allé chercher au Mans, sous la flotte, un enfer pour revenir, bon bref, je vous l'ai mis en photo par-ci, par-là, enfin voilà. Donc un FZ6 78 chevaux, puis un FZ6 98 chevaux, donc globalement le même mais en 98 chevaux, sur lequel j'ai pu switcher des accessoires etc, mais ça on s'en cogne. Ensuite, j'ai eu mon Street Triple Triumph 675 qui était juste parfait, un vélo. Vraiment, ça c'est la moto que j'ai vraiment kiffé. Je parle pas du 1290, mais la moto que j'ai la plus kiffé dans mes premières motos, c'est vraiment celle-là. Vraiment très très bonne moto. Ensuite j'ai eu un Z1000, et oui j'ai fait partie de la team Z à un moment donné, un Black Edition 2012, noir mat et rouge. Je le trouvais superbe avec les deux Accra là, qui sortaient, franchement il était vraiment top. Et là je commençais à triper parce que ça commençait un petit peu à pousser. Il était en full, il y avait 138 chevaux, 138 chevaux, ça commençait à pousser gentiment. Franchement c'était pas mal avec mon gros gabarit et tout, j'aimais bien. Ensuite bah, le 690 qui m'a fait un peu connaître entre guillemets sur YouTube. Et donc d'un côté blanc, d'un côté orange. Et enfin le 1290 des familles qui est là, et lui pour le changer ça va être compliqué. Parce que pour le remplacer du moins ça va être vraiment compliqué. Je l'adore. Donc voilà, c'est pas pour rien que ça fait bientôt 2 ans que je l'ai. Toutes mes motos je les ai gardées 6 à 8 mois maxi. Parce que j'aime pas voilà, garder longtemps les choses, et celle-là ça fait bientôt 2 ans et j'ai pas envie de la vendre. Donc voilà. Pourquoi le 1290 justement? Pourquoi celui-là? Parce que c'est celui qui me fait... J'ai passé le permis en 2010 et en 2013 est sorti le proto de la V1 sur ici, et je l'ai badé mais complet. En fait, pour moi c'était la moto à avoir en fait, tout simplement. Je la trouve monstrueuse, aussi bien esthétiquement que techniquement parlant, qu'au niveau du moteur. Enfin, franchement c'est la moto pour moi ultime. Donc il y a encore pire, il y a depuis, hein, il y a la H2R, il y a les machins, mais pour moi elles ont pas le charisme, elles ont pas le truc que dégage en fait le 1290. Donc j'en suis complètement amoureux, même si pour l'instant j'ai toujours pas le niveau technique pour l'exploiter à 100%, et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans les questions justement, c'est très intéressant. Mais voilà, c'est le 1290 parce que c'est celle qui m'a fait bander clairement sur le marché, c'était la seule et c'est aujourd'hui encore la seule. Il n'y en a pas une, il y en a que je trouve sympa, il y en a qui sont techniquement très bien, il y en a qui voilà,
Mais non, celle qui me fait vibrer, c'est le 1290, c'est clair, et ça me fait vibrer dans tous les sens du terme, parce que quand on est dessus, ça vibre pas mal quand même. Donc voilà, l'avantage du gros bi. Les améliorations que je pourrais apporter au 1290. Bah là aujourd'hui, comme je vous disais sur le budget que m'avait coûté le 1290 sur la vidéo là, que je peux vous mettre là en lien, j'en suis arrivé à un stade où soit je rajoute encore en gros 1000 € de carbone pour avoir des petits détails en carbone, mais franchement ça serait 1000 € voilà, foutu un peu par la fenêtre. J'ai d'autres projets aussi pour moi en perso, pour pro, etc. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce qu'elle est très très bien comme elle est vraiment comme j'aime comme elle est. Et je vais déjà devoir financer un peu mon été avec mes pneus, mes plaquettes, machin. Donc au niveau des frais, clairement, moi je vais en rester là, je pense. Et elle me va très bien comme ça. Au sujet justement des accessoires, à un moment donné il avait été question effectivement de changer d'échappement, ce qui a été fait avec le SC Project, qui est en train de brûler. D'ailleurs il y a un courrier sympa qui a été envoyé à SC Project, mais bon. Sur le GP1R donc d'Austin Racing, GP1R et le RS22. Donc le GP1R, vous le voyez là en photo actuellement, sortie très courte, extrêmement bruyante, à moins de conserver le kata d'origine, mais c'était absolument pas au programme. Donc c'est soit extrêmement bruyant, soit avec le kata d'origine, et c'était pas possible. Donc ben, je la mets pas, et voilà. Et le RS22 c'est celui qui sort, donc c'est à nouveau celui que vous avez là, en photo pardon. Je l'ai essayé, je l'ai entendu une fois en vrai, j'ai dit jamais. Déjà jamais je roulerai derrière quelqu'un qui a ça, c'est un bordel sans nom. Enfin bref voilà, je ne conçois même pas qu'on puisse rouler avec ça en fait sur route. Et avec les chicanes c'est complètement stupide, puisqu'esthétiquement parlant on voit les deux sorties en haut, et avec des chicanes ça ferait très très moche. Donc voilà mon avis sur les sorties Austin Racing qui sont sur le marché actuellement. Fais-tu des wheelings? Alors, des wheelings après en parler, machin, coaster, enfin truc wheeling, non. J'ai essayé vite fait à l'époque avec le 690. J'ai pas du tout insisté, en fait, c'est pas une sensation que j'aime en fait. Parce que je l'ai pas fait, je pense, suffisamment jeune, ou j'en sais rien, enfin bref, voilà. Mais non seulement j'ai pas envie de foutre ma moto en l'air, quand j'avais 690 c'était déjà le vrai, et là encore pire, parce que là effectivement si on commence à faire des wheelings avec ça, on repose à 220, 250, et c'est pas le délire du bonhomme en fait, donc voilà. Là j'ai pas envie de me mettre en danger inutilement, et j'ai pas envie de foutre en l'air ma moto non plus, parce que j'y tiens, qu'elle m'a coûté une couille, et que voilà. Donc pas de wheeling effectivement. À ceci près qu'effectivement, en sortie de virage, grosse Raxel, même avec l'anti-wheeling sur on, qui est toujours activé chez moi, je ne la désactive pas, elle déleste, voire effectivement elle lève. Alors elle lève pas comme ça, mais elle lève, donc même de toute façon avec les aides activées, et sans vouloir en faire, j'en fais, c'est des petits, c'est des courts, ça dure une seconde et demie, 3 secondes, enfin au pire, mais c'est à l'arrêt Axel, et voilà, mais je cherche pas à les développer et à rouler 3 bornes avec. En plus je vois absolument pas l'intérêt. Les 180 chevaux du bestiau d'origine, en sachant que là elle est un peu plus, elle est plus aux alentours des 190 que des 180, sont-ils exploitables sur route? Absolument pas, à moins d'être suicidaire, clairement. D'ailleurs à ce sujet c'est intéressant parce que clairement il y a quelqu'un donc sur le forum, sur la page Facebook 1290 Super Duke FR, on est 1500 membres à peu près aujourd'hui, un petit peu plus. Et il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de mettre en question, clairement un jour, à combien estimez-vous exploiter votre machine en parlant du 1290. On a été nombreux à répondre, et il y en a peut-être 2 qui ont répondu, on doit s'approcher des 50, mais parce que c'est des pilotes Super Duke Cup et qui connaissent leur machine par cœur et qui voilà, et qui peuvent rouler toute l'année, enfin voilà, des gros rouleurs et des bons rouleurs. Et on a été en gros 98% à répondre, au maximum 30%. À exploiter voilà, 30% maximum des capacités de la machine. Donc sur 1500 membres, on n'a pas tous répondu, hein, mais on a été nombreux à répondre, et globalement on est tous très humbles, et on sait qu'on n'exploite absolument pas le potentiel de la machine. Moi j'estime à peu près à 20-25% peut-être, au mieux, des capacités de la machine, mais voilà, c'est un monstre en fait, donc très difficilement exploitable sur route ouverte. Et celui qui cherche effectivement à jouer avec ça sur route ouverte, c'est un débile, hein, pardonnez-moi de le dire, que ce soit avec ça ou d'ailleurs, ou un R1 ou ce que vous voulez, hein, enfin même avec une moto à 80 chevaux ou à 100 chevaux, il y a un code de la route, bien que je sois absolument pas un exemple du tout. D'ailleurs je montre pas, justement quand j'ai mes moments de craquage, je les montre absolument pas en vidéo parce que j'ai pas envie d'être emmerdé, par rapport à ce qui est déjà arrivé à certains autres youtubeurs.
Donc je garde ça pour moi tout simplement, ou je filme pas, enfin voilà, c'est des moments à moi et pas à partager. Mais voilà, celui qui se permet effectivement de faire n'importe quoi sur route ouverte, de deux choses l'une, soit effectivement il n'y a personne, on est sur une autoroute ou sur une route complètement dégagée où on est sûr et certain qu'il n'y a personne en face, sauf qu'on peut jamais totalement être sûr, à moins de faire 10 fois l'aller-retour pour savoir qu'il n'y a pas de gamins, pas de trucs, pas de véhicules qui peuvent sortir de n'importe où, enfin voilà. Mais sinon on n'est pas sûr, donc ceux qui font effectivement les pilotes sur route ouverte, je suis désolé mais vous êtes juste des connards en fait, parce que c'est pas fait pour ça. Donc par contre sur circuit, oui allez-y sur circuit, même si ça coûte effectivement une certaine somme. Non seulement vous allez pouvoir potentiellement épargner votre vie, mais surtout celle des autres en fait, et vous allez pouvoir apprendre en plus à gérer votre bécane correctement sur circuit. Et la conduite sur circuit ne s'adapte pas, même si on apprend à connaître sa machine, à retarder ses freinages, à faire plein de choses, mais ça ne se transpose pas immédiatement et pas dans son intégralité en tout cas sur route ouverte à mon sens. Poser le genou, pour dire effectivement, il y en a un qui m'a posé une question, est-ce que tu poses le genou et est-ce que t'es pour ou est-ce que t'es contre? Ben en soi, le poser le genou sur circuit, oui, bien entendu. Pour ceux qui arrivent, pour ceux qui voilà, bon bref, oui, très bien. Sur route ouverte, non, on n'a pas à poser le genou sur route ouverte. Je suis désolé, c'est pas fait pour ça. Voilà, bon, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Tu peux ne pas être d'accord, mon grand, il n'y a aucun problème, mais c'est mon avis clair et net sur le sujet. Donc voilà. J'en étais donc à exploitable sur route. Donc ma réponse, non. Exploitable correctement sur route, non. Tu vas pouvoir prendre du plaisir, tu vas pouvoir te faire vraiment plaisir, pouvoir prendre des coups de pied au cul. En seconde, troisième, elle est monstrueuse, elle lève toute seule, etc. alors qu'elle est anti-wheeling. Mais pas exploitable à 100% sur route et je connais personne aujourd'hui qui est capable de l'exploiter à 100%. Voilà, tout simplement. Ensuite, petit rôle des familles. La fiabilité KTM de façon générale et du 1290 en particulier. KTM, comme Ducati, comme certaines marques, on a souffert effectivement de pas mal de critiques vis-à-vis de la fiabilité, à juste titre sur certains modèles, à tort sur d'autres. Aujourd'hui, il en est que, comme toutes les machines, comme toutes les chaînes de production, que ce soit voitures, automobiles et autres, connaissent des problèmes de fiabilité, que ce soit moteur, électronique, accessoires, enfin voilà. Mais ils sont très bien gérés chez KTM, en tout cas ça c'est une chose c'est sûr, et ça dépend beaucoup des concessions qui travaillent et qui font bien le relais ou pas des choses, et ça c'est valable également quelles que soient les marques, c'est pas lié à KTM ou pas. Donc oui il y a des problèmes sur certaines marques, notamment le 780, sur certains modèles, notamment le 790 il n'y a pas longtemps. Ils sont en train de revoir les process, etc. Il y a des avancées. Il y a des loupés sur tous les modèles, enfin pas sur tous les modèles, mais dans toutes les marques, il y a des loupés à certains moments sur des chaînes de production, sur des lancements de nouvelles machines, quand il y a des nouveaux moteurs, quand il y a des nouveautés à apporter à grande échelle. Il peut y arriver, ça peut arriver effectivement des couacs, mais c'est pris en compte et c'est pris en garantie, et voilà. Concernant le 1290, le V1 était très très fiable. En gros, il y a quelques éléments à savoir, le roulement droit arrière qui souffre énormément avec le couple de la machine, etc., qu'il faut voir en gros aux alentours des 30 000. Valable également encore sur le V2, mais sur le V2, comme il y a énormément d'électronique apportée par rapport au V1, il y a les problèmes qui vont avec l'électronique, et c'est encore une fois valable pour tous les modèles, quelles que soient les marques, quel que soit le secteur, automobile ou moto. À partir du moment où il y a de l'électronique, potentiellement il y a des pannes, donc ça peut arriver. Moi en l'occurrence j'ai pas eu de soucis en garantie, il y a ma clé qui a merdé un peu, c'est un transpondeur, elle a merdé un petit peu, ça a été pris en garantie, voilà tac tac et voilà c'est réglé. Sinon j'ai pas eu d'autres problèmes avec la machine, donc voilà. Aimerais-tu avoir une sportive? J'en ai rêvé, c'est ce qui m'a donné envie en fait à l'époque, quand j'avais 18 ans, c'est ce qui m'avait vraiment donné envie, c'était les vieilles Ninja, les vieilles sportives en fait, c'est ce qui me kiffait, les vieilles GSX-R et tout, je kiffais. Mais je suis grand, 1m80, quasiment 1m90, j'ai fait un certain poids aussi, je suis absolument pas à l'aise sur une sportive. Et au-delà du fait de ne pas être à l'aise sur une sportive parce que c'est tout petit aujourd'hui, elles sont hyper fines, très très fines, etc., très compensées, enfin très denses, pardon. C'est des engins de mort en fait, enfin c'est des engins de mort ça aussi, hein. Mais ce ne sont pour moi des machines qui ne sont faites que pour le circuit aujourd'hui. Elles font 200 chevaux, elles freinent comme n'importe, enfin elles freinent de ouf. Tu es en seconde, tu es déjà quasiment à 200. Enfin, voilà, c'est pas fait pour être sur la route. Donc oui, je trouve ça magnifique, évidemment. Oui, je trouve ça fantastique d'un point de vue technique, point de vue sensation, etc. Et encore que derrière une bulle, on sent pas grand-chose, alors que là, on en prend plein la gueule. Au moins, on vit son truc.
Mais donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, non, je n'aimerais pas avoir une sportive parce que ça me ferait faire n'importe quoi sur route et je suis pas du tout dans cette optique-là. Donc voilà. À la limite, avoir une sportive, même une vieille sportive dans ce cas-là, une petite sportive tranquille pour aller faire du circuit et de la mettre en pistarde et ne pas risquer effectivement de mettre celle-là au tas sur un circuit, oui, mais pas au quotidien, pas pour aller rouler, etc. Non, clairement pas. Comment est venue cette passion ? Bah déjà dans ma famille, mon oncle, motard, mon père l'a été avant d'avoir un accident et d'avoir encore des séquelles aujourd'hui après 7 ou 8 opérations de la cheville, enfin voilà. Mais j'aime les belles machines de façon générale en fait, les belles voitures, les belles motos, les motos, les voitures, etc. J'aime ça, je suis attiré par ce genre de choses, donc la moto, voilà, c'est devenu, il y avait le 2 roues en scooter d'abord, puis la moto et ainsi de suite. Donc voilà, c'est devenu depuis tout petit en fait, hein, j'ai ça, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai toujours été attiré par ce genre de choses. Penses-tu à changer de moto ? Non, enfin oui en fait, c'est ça le truc qui est ouf avec celle-là, c'est que si j'avais les moyens de la garder, je la garderais, je pense, celle-là jusqu'au bout en fait. Donc voilà, là en 1 an et demi, j'ai fait ces derniers temps, j'ai peu roulé, j'ai essayé d'économiser un maximum pour pouvoir profiter vraiment cet été. Je suis à 13 000 km là actuellement. Si je pouvais vraiment la garder, je la garderais en fait. La question se pose même pas, j'en voudrais pas une autre, c'est celle-là et ça sera tout. Maintenant, si je devais changer, et ça revient sur quelle moto je me verrais dans 20 ans, même si ce sera beaucoup plus tôt, ça serait une moto tranquille, pour cruiser, une petite Harley, un truc voilà, tranquille en fait, pas une moto de ouf, pas un truc, voilà, vraiment pour cruiser, pour profiter, pour être à 2 roues, pour avoir ces sensations-là d'être à l'extérieur, de profiter, mais pas pour faire le con, pas pour rouler vite, voilà, ça serait ça l'idée. Est-ce que j'ai des road trips de prévus cet été ? Ben oui, dès ce week-end, là, vous voyez la vidéo, là on est mercredi. Quand vous la voyez, on est mercredi. Je pars vendredi après-midi vers Lourdes pour voir toute la clique Balek, JRM 65, Rhino 65, Coco Riding, enfin voilà, des potes. Et normalement, Husk 701, s'il s'échappe pas. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Donc Lourdes, après il y aura quoi ? Il y aura la Casque Date début juillet, il y aura le Wheel and Waves effectivement à Biarritz en juin, il y aura un roulage à Alès cet été le 17-18 août également sur circuit, il faudra que j'aille voir d'autres potes, enfin, voilà, donc oui je vais tourner dans les Pyrénées, dans le sud-est de la France, etc. Donc oui, cet été ça va rouler. Rouleras-tu en Suisse ? Par contre c'est pas prévu, même si effectivement j'ai un message sympa comme quoi j'avais aussi des abonnés en Suisse, donc merci les Suisses, c'est cool. C'est pas prévu pour le moment, mais pourquoi pas, on sait pas trop effet demain, donc pourquoi pas. Que penses-tu des trails ? Ce sont d'excellentes machines. Pour preuve, Coco Riding, qui a un Africa Twin, qui en fait ce qu'il en veut. Il est juste incroyable avec ça. C'est ouf. Tu peux aller partout, tu peux rouler, tu peux aller dans les chemins, tu peux avoir une grosse capacité d'emport au niveau des valises, etc. C'est top. Mais esthétiquement, c'est pas trop ma cam et c'est pas trop ma vision de la moto à moi. Mais par contre, c'est des outils fantastiques. Mais je me verrais pas, à l'heure actuelle en tout cas, à mon âge, avoir ça pour l'instant. Je suis très bien en roadster et je resterai en roadster pour le moment. Si je peux me le permettre du moins. Comment j'ai fait pour ma plaque perso, ma plaque donc d'immatriculation, il y a le petit Sharky, il existe plein, je le mets le mien si vous voulez en description, mais il y a plein de sites de configurateurs de plaques d'immatriculation perso, sachez juste qu'elles ne sont pas homologuées, donc si vous faites contrôler, vous la prenez votre prune et puis voilà. Enfin, certaines ne sont pas homologuées, si on prend pas la bonne dimension, si on met pas les bonnes couleurs, si on met pas les, enfin voilà, mais donc les miennes ne sont pas homologuées. Mais il en existe plein sur internet, il suffit de faire configurateur ou plaque perso et vous allez trouver votre bonheur. Comment vis-tu ta popularité de youtubeur ? Alors déjà, comme je l'ai dit plein de fois en fait, je ne me considère absolument pas du tout comme un youtubeur, je suis juste un connard comme n'importe qui fait des vidéos, pour moi à la base, et qui les met sur YouTube. Mais ça fait pas de moi un youtubeur, j'en vis pas, enfin voilà, et j'ai zéro popularité en fait, donc je vis pas ma popularité parce que je considère que j'en ai pas. Donc voilà, j'ai des gens qui me reconnaissent un petit peu de temps en temps, etc. C'est sympa, mais ça s'arrête là. En gros, j'en vis pas ni rien, donc je me considère même pas comme youtubeur en tant que tel. Donc voilà. Et pour finir, petite question de Roxane, celle-là je la cite parce que c'est une petite peste. Réconciliation avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc oui, hein, quand on est du coup entre guillemets youtubeur, on a
des contacts forcément avec plusieurs personnes, dont d'autres youtubeurs. Et c'est pas parce qu'on est youtubeur et qu'on rentre dans le YouTube game, entre guillemets, qu'on est tous copains, tous machin truc, blablabla. Non, il y en a que je peux pas blairer, il y en a que je suis pas, il y en a que. Voilà. Et l'inverse, bien entendu, est vrai également. Dont un qui est sur Bordeaux, bref, alors que je suis sur Bordeaux également. Autant il y a Speedbike avec qui je m'entends très bien, autant il y en a un autre avec qui je peux pas m'entendre du tout, mais il faut pas que je le voie, et voilà, parce que il m'irrite un peu le poil. Mais voilà, t'es une petite peste Roxane, mais je te l'ai quand même placé dans le truc. Donc, fort de cette dernière question fort intéressante, pas la peine de poser la question de qui il s'agit, etc., hein, c'est pas l'objet. Bref, j'espère avoir répondu globalement aux questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas, si vous en avez encore d'autres, pourquoi pas, à me les poser en commentaire tout simplement à la suite de la vidéo. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Ben oui, non, pas mal de choses de prévues cet été, donc n'hésitez pas, si vous me croisez, si vous me reconnaissez, si vous êtes aux mêmes événements sur lesquels moi je suis également, n'hésitez pas à venir me voir, etc., à me contacter sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur Instagram et à vous abonner. À vous abonner d'ailleurs également sur ma chaîne YouTube, on est à 19 000 et quelques, donc bientôt les 20 000, peut-être pas, on sait pas, on verra. Mais voilà, en tout cas merci beaucoup du soutien à droite et à gauche, franchement ça fait plaisir quand je vois voilà, qu'il y a des Suisses, qu'il y a des Européens de façon générale, des Français d'un petit peu partout, franchement c'est cool, ça fait plaisir. Et voilà, encore une fois on peut pas plaire à tout le monde, mais bah, c'est pas grave, hein, il y en a pour tous les goûts, donc aucun problème là-dessus. Merci beaucoup du visionnage. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, aux questions, à poser d'autres questions si vous avez envie. Et je vous dis à très bientôt, la famille. A plus et soyez prudents sur la route. Ciao, ciao.